Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 3. Le navigateur sur les mers du destin. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment mangera-t-on? On nous fait manger des têtes de morue blanche. Mais ça ne remplace pas la bonne soupe aux choux. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, d'où va en boire à tout? On nous donnait boire que de l'eau croupillée. Le beau geron de gouttes, il n'y a pas pour nous. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment dormira-t-on? On nous fait dormir que 2 heures sur 24 et le reste du jour, on nous fout des coups. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, que l'argent gagnera tout. On nous fait travailler et sœurs saigner l'armée. Les deniers d'argent, on n'en voit pas beaucoup. Après tant et tant d'horribles misères, dis-moi, beau Gaby, répartirais tout. J'étais bien forcé de faire comme mon père. J'espère que non gars ne verra pas comme nous. Chapitre 2. Elric fut surpris de trouver l'eau si peu profonde
et il se demanda par quel moyen un si gros vaisseau pouvait s'approcher à ce point du rivage. Il avait de l'eau jusqu'aux épaules lorsqu'il tendit les bras pour saisir les échelons d'ébène de l'échelle. Il eut beaucoup de mal à se hisser hors de l'eau, d'autant plus qu'il était gêné par le balancement du navire et par le poids de son épée runique. Mais finalement, il parvint à escalader gauchement le bordé et se retrouva debout sur le pont, les vêtements tout dégoulinants et frissonnant de froid. Il regarda autour de lui. Une brume brillante et teintée de rouge s'accrochait au gréement sombre du navire. Une brume blanche s'étendait sur le toit et les côtés des deux grandes cabines accolées au mât à l'avant et à l'arrière. Et cette brume n'était pas de même nature que celle qu'il y avait au-delà du navire. Elric eut un instant l'idée extravagante que la brume accompagnait en permanence le navire partout où il allait. Il eut un sourire. Il attribuait le caractère onirique de son expérience au manque de nourriture et de sommeil. Lorsque le navire gagnerait des eaux plus ensoleillées, il n'y verrait plus que le vaisseau assez ordinaire qu'il était. Le guerrier blond prit Elric par le bras. C'était un homme aussi grand que lui, à la carrure massive. Il sourit de son aume et dit « Descendons dans ma cabine. » Ils se rendirent à celle qui était à l'avant du mât. Le guerrier ouvrit une porte coulissante et s'effaça pour laisser Elric entrer le premier. Baissant la tête, Elric pénétra dans la chaleur de la cabine. À la lueur d'une lampe de verre gris-rouge qui pendait à 4 chaînes d'argent fixées au plafond, on distinguait plusieurs autres silhouettes impressionnantes, entièrement vêtues d'armures diverses et assises autour d'une massive table carrée. Tous les regards se tournèrent vers Elric lorsqu'il fit son entrée, suivi du guerrier blond qui dit « Le voici, messieurs !» Un des occupants de la cabine qui, assis dans le coin le plus éloigné, avait le visage complètement dissimulé dans l'ombre, fit un signe de tête. « Oui, dit-il, c'est bien lui. »« Vous me connaissez, messire ?» dit Elric en prenant place au bout du banc et en ôtant sa cape de cuir trempée. Le guerrier le plus proche de lui tendit vers lui une timbale de vin chaud, qu'Elric accepta avec gratitude. Il sirota la boisson épicée et s'émerveilla de la rapidité avec laquelle elle dissipait le froid qui l'avait envahi. « En un sens, oui, » répondit l'homme assis dans l'ombre. Sa voix était sarcastique tout en ayant un accent mélancolique, et Elric ne se sentit pas offensé, car l'amertume avec laquelle il parlait semblait s'adresser à lui-même plutôt qu'à un quelconque interlocuteur. Le guerrier blond s'assit en face d'Elric. « Je suis brute, » dit-il. « Jadis de Lashmar, où ma famille possède encore des terres, mais je n'y ai pas été depuis de nombreuses années. »« Vous êtes des jeunes royaumes alors ?» demanda Elric. « Oui, jadis. Ce vaisseau ne passe jamais dans les parages. »« Votre vaisseau ne passe jamais dans les parages de ces pays ?»« Je pense que non, » répondit Brut. « Il n'y a pas si longtemps, je crois, je suis moi-même monté à bord. Je cherchais Tanlorn, au lieu de quoi j'ai trouvé ce navire. »« Tanlorn ?» fit Elric avec un sourire. « Combien n'y en a-t-il pas pour chercher cet endroit mythique ? Connaissez-vous quelqu'un du nom de Rakir, jadis prêtre guerrier de Pum ? Nous avons couru ensemble l'aventure tout récemment. Il est parti lui aussi en quête de Tanlorn. »« Je ne le connais pas, » dit Brut de Lanchemar. « Et ces eaux où nous sommes, » poursuivit Elric, « sont-elles loin des jeunes royaumes ? » « Très loin, oui, » répondit la voix dans l'ombre. « Vous êtes d'Elwэр, peut-être ? » demanda Elric. « Ou de quelque autre pays parmi ceux que nous appelons les royaumes hors les cartes ? » « La plupart de nos terres ne sont pas sur vos cartes, hein, » répondit celui qui était dans l'ombre, et il rit. Une fois encore, Elric ne se sentit pas offensé, et il n'était pas particulièrement troublé par les mystères évoqués par cet homme. Les aventuriers, c'est ce qu'étaient selon lui ces guerriers, aimaient échanger des plaisanteries et des allusions comprises d'eux seuls. C'était, d'ordinaire, tout ce qui les unissait, à part une commune disposition à louer leur épée à quiconque pouvait payer. Au dehors retentit le bruit de l'ancre, et le roulis se fit sentir. Elric entendit le frottement de la vergue que l'on abaissait et le claquement de la voile que l'on déployait.
Il se demanda comment on pouvait espérer quitter la baie en ayant si peu de vent à sa disposition. Il remarqua que le visage des autres guerriers, quand du moins celui-ci était visible, avait pris une expression quelque peu figée, tandis que le navire se mettait en mouvement. Il considéra l'un après l'autre ces visages farouches et obsédés, et se demanda si ses propres traits étaient empreints du même caractère. Bien, vers où faisons-nous voile demanda-t-il. Brut haussa les épaules. Je sais seulement que nous avons dû nous arrêter pour vous attendre, Elric de Melnibonnet. Vous saviez que je serais là? Celui qui était dans l'ombre sortit de son immobilité et reprit du vin chaud dans la cruche posée dans un creux au centre de la table. Vous êtes le dernier dont nous ayons besoin, dit-il. C'est moi qui, le premier, ai été embarqué jusqu'ici. Je n'ai pas regretté ma décision d'être du voyage. Votre nom, messire demanda Elric, qui ne voulait plus être désavantagé sur ce point. Oh, les noms, j'en ai tant. Celui que je préfère est Erekosé, mais on m'a aussi nommé Ulrich Karlsson, et John Dacker, et Ilian de Garatorm, à ce que je sais avec certitude du moins. Et certains voudraient me convaincre que j'ai aussi été Elric de Gynécide. Gynécide? Surnom bien peu flatteur. Qui est cet autre Elric? À cela je n'ai pas de réponse complète, dit Erekosé. Mais plus d'un à bord de ce navire porte un nom que je porte, et comme brute, j'ai cherché Tannelorn et me suis trouvé ici à la place. Nous avons cela en commun, en effet, dit un autre guerrier. C'était un guerrier à la peau noire qui dépassait tous les autres par la taille, et dont les traits étaient curieusement rehaussés par une cicatrice en forme de V à l'envers qui partait du front, passait par au-dessus de ses deux yeux, coupait les joues et descendait jusqu'à ses mâchoires. J'ai jadis été en un lieu appelé Gajaaki, pays marécageux fort déplaisant au demeurant, aux formes de vie perverses et morbides. J'avais entendu dire qu'il s'y trouvait une ville, dont j'ai cru qu'elle pourrait être Tannelorn, mais ce n'était pas le cas. Il s'y trouvait une race hermaphrodite à la peau bleue qui s'est mise en tête de me guérir de ce qu'elle considérait comme mes malformations de teint et de sexe. La cicatrice que vous voyez sont leur œuvre. La douleur de l'opération m'a donné la force de m'échapper. Je me suis enfui nu dans les marais où j'ai pataugé pendant des kilomètres et des kilomètres, jusqu'à ce que le marais devint un lac alimentant un large fleuve. Au-dessus, l'air était noir de nuées d'insectes qui ont fondu sur moi avec voracité. Ce bateau est alors apparu et je n'ai été que trop content d'y trouver un refuge. Je suis Otto Blenker, jadis lettré de Bruns, et maintenant spadassin à gage pour prix de mes péchés. Bruns, est-ce près d'Elwher demanda Elric. Il n'avait jamais entendu dire qu'il y eût un tel endroit au monde, ni un nom aussi barbare dans tous les jeunes royaumes. L'homme noir secoua la tête. Je ne sais rien d'Elwher. Alors, ce monde est considérablement plus vaste que je ne l'imaginais, dit Elric. Certes, il l'est, dit Erekosé. Que diriez-vous si j'avançais la théorie que la mer sur laquelle nous naviguons embrasse également plus d'un monde? Eh bien, je serais enclin à vous croire, répondit Elric en souriant. J'ai étudié de telles théories en mes jeunes années. Qui plus est, j'ai vécu des aventures dans d'autres mondes que le mien. Ah, fort bien, je suis bien aise d'entendre cela, dit Erekosé. Tout le monde à bord de ce navire n'est pas disposé à accepter mes théories. J'en viens à être plus près de l'accepter, dit Otto Blenker, bien que je la trouve terrifiante. Elle l'est, acquiesça Erekosé, plus terrifiante que tu ne peux l'imaginer, ami Otto. Elric se pencha par-dessus la table et se servit une autre timbale de vin. Ses vêtements séchaient déjà et il éprouvait une impression de bien-être physique. Je serais heureux de laisser derrière moi ces rivages brumeux. Nous avons déjà quitté la côte, dit Brut. Mais quant à la brume, elle ne nous quitte jamais. La brume semble suivre le vaisseau, à moins que ce soit lui qui crée la brume partout où il va. Il est rare que nous voyions aucunement la terre, et lorsque d'aventure nous la voyons, comme ce fut le cas aujourd'hui, elle est voilée comme un reflet dans un bouclier terne et bosselé. Nous naviguons sur une mer surnaturelle,
dit un autre en tendant une main gantée vers la cruche. Elric la lui passa. À Asgan, d'où je viens, une légende parle d'une mer enchantée. Si un marin se trouve à voguer sur ces flots, il risque de ne jamais revenir et de rester perdu pour toute l'éternité. Votre légende contient au moins une part de vérité, je le crains, Tendrick de Asgan, dit Brut. Combien y a-t-il de guerriers à bord exactement demanda Elric. 16, en plus des 4, répondit Érécosé. 21 en tout, et il y a là le timonier, et puis le capitaine que vous verrez bientôt, sans aucun doute. Les 4 ? Qui sont-ils ? Érécosé se mit à rire. Vous et moi nous en faisons partie. Les 2 autres occupent la cabine arrière. Et si vous voulez savoir pourquoi on nous appelle les 4, il faut le demander au capitaine, bien que, je vous en préviens, ses réponses soient rarement satisfaisantes. Elric se sentit légèrement poussé d'un côté. Le bateau va à bonne allure, semble-t-il, dit-il laconiquement, pour le peu de vent qu'il y a. Oh oui, à très bonne allure, acquiesça Érécosé. Il surgit de son coin. Larges épaules, visage sans âge qui portait trace de beaucoup d'expérience, bel homme, il avait de toute évidence été de saints combats, car il était, au visage comme aux mains, couturé de cicatrices sans être pourtant défiguré. Ses yeux, bien que renfoncés et sombres, semblaient n'avoir aucune couleur particulière, et pourtant paraissaient étrangement familiers à Elric. Il avait l'impression d'avoir vu, en rêve peut-être, ces yeux-là jadis. Nous sommes-nous déjà rencontrés ? Demanda Elric. Oh, il se peut, il se peut. Ou bien nous nous rencontrerons, qu'importe. Nos destins sont les mêmes. Nous avons en commun une même fatalité, et peut-être même plus que cela. Plus ? J'ai du mal à comprendre la première partie de votre assertion. Très bien, alors tout est pour le mieux, dit Érécosé en se glissant derrière ses camarades pour passer de l'autre côté de la table. Il posa la main avec une surprenante douceur sur l'épaule d'Elric. Venez, amis, nous devons demander au capitaine de nous recevoir. Il a exprimé le désir de vous voir peu après que vous seriez montés à bord. Elric acquiesça d'un signe de tête et se leva. Ce capitaine, quel est son nom ? Il n'en a aucun qu'il veuille nous révéler, dit Érécosé. Ensemble, ils sortirent sur le pont. La brume s'était plutôt épaissie et gardait la même pâleur de mort que ne teintaient même plus les rayons du soleil. On distinguait à peine les extrémités du bateau, et bien que celui-ci avançât rapidement, il n'y avait pas le moindre signe de vent. Pourtant, il faisait plus chaud qu'Elric eût pu l'escompter. Il suivit Érécosé vers l'avant jusqu'à la cabine aménagée sous le pont où se dressait une des 2 roues du gouvernail, tenue par un homme de grande taille, vêtu d'un surroi et de jambières en peau de daim ou atiné, et si immobile qu'on aurait dit une statue. Le timonier aux cheveux roux ne tourna ni ne baissa la tête à leur passage, mais Elric entrevit son visage. La porte semblait faite de quelque métal lisse, dont le luisant évoquait la robe d'un animal en bonne santé. Brun roux, c'était la chose la plus colorée qu'Elric eût vue jusqu'alors à bord. Érécosé frappa doucement à la porte. « Capitaine, dit-il, Elric est là. »« Entrez !» fit une voix à la fois mélodieuse et lointaine. La porte s'ouvrit. Une lumière vermeille en sortit à flot, et Elric se trouva à demi aveuglé en entrant. Lorsque ses yeux s'y furent accoutumés, il vit un homme très grand, aux vêtements pâles, debout sur un tapis aux riches nuances au milieu de la cabine. Elric entendit la porte se fermer et s'aperçut qu'Érécosé ne l'avait pas accompagné à l'intérieur. « Avez-vous repris vigueur, Elric ?» demanda le capitaine. « Certes, messire, grâce à votre vin. » Les traits du capitaine n'étaient pas plus humains que ceux d'Elric. Ils avaient à la fois plus de finesse et plus de puissance que ceux du Melnibonéen. Et pourtant, il y avait une certaine ressemblance. Les yeux tendaient à s'allonger en pointe, de même que le visage en direction du menton. Le capitaine avait de longs cheveux qui lui tombaient sur les épaules en cascade d'or roux, et que retenait, pour dégager le front, un bandeau de jade bleu.
Une tunique et des choses couleur chamois couvraient son corps. Des sandales d'argent en filigrane d'argent étaient lacées sur ses mollets. À part ses vêtements, c'était la réplique du timonier qu'Elric venait de voir. Voulez-vous reprendre du vin? Le capitaine s'avança vers un coffre au fond de la cabine, près du hublot, qui était fermé. Merci, dit Elric. À présent, il comprenait pourquoi les yeux du capitaine ne s'étaient pas fixés sur lui. Il était aveugle. Bien que ses mouvements fussent prestes et assurés, il était évident qu'il n'y voyait pas du tout. Il versa le vin d'un pichet d'argent dans une coupe d'argent et se dirigea vers Elric en la tenant devant lui. Elric s'avança pour la recevoir. Je vous suis reconnaissant de votre décision de vous joindre à nous, dit le capitaine. Elle me soulage beaucoup, messire. C'est fort courtois à vous, répondit Elric, bien que je doive ajouter que ma décision ne fut pas difficile à prendre. Je n'avais nulle part où aller. Je l'entends bien, je l'entends bien. C'est la raison pour laquelle nous avons accosté où et quand nous l'avons fait. Vous vous apercevrez que tous vos compagnons étaient dans une situation semblable avant d'embarquer. Vous semblez en savoir long sur les mouvements de nombre d'hommes, dit Elric, tenant dans sa main gauche le vin auquel il n'avait pas goûté. Oh oui, nombre d'hommes, acquiesça le capitaine. Sur nombre de monde. Je crois savoir que vous êtes une personne cultivée, messire. Aussi devez-vous avoir quelque idée de la nature de la mer sur laquelle vogue mon navire. Oui, je crois. Il vogue entre les mondes, surtout, pour être plus précis, entre les plans de divers aspects du même monde. Le capitaine eut un moment d'hésitation. Il détourna d'Elric son visage aveugle. Veuillez croire que je ne vous plonge pas délibérément dans la perplexité. Il y a des choses que je ne comprends pas moi-même, et d'autres que je n'ai pas le droit de révéler complètement. C'est un mandat qui m'a été confié, et j'espère que vous avez le sentiment de pouvoir le respecter. Je n'ai jusqu'à présent aucune raison de faire autrement, répondit l'albinos, et il but une gorgée de vin. Je me trouve entouré d'une noble équipe, dit le capitaine. J'ose espérer que vous continuiez à honorer mon mandat lorsque nous atteindrons notre destination. Et quelle est-elle, capitaine? Une île, qui appartient de nature à ses eaux. Ce doit être chose rare. C'en est une, certes, messire, et qui jadis n'était pas connue, pas occupée par ceux qu'il nous faut tenir pour nos ennemis. Maintenant qu'ils l'ont découverte et se rendent compte de sa puissance, nous sommes tous en grand danger. Nous? Vous voulez dire ceux de votre race, ou ceux qui sont à bord de votre vaisseau? Le capitaine sourit. Je n'ai d'autre race que moi-même. Je parle, me semble-t-il, de toute l'humanité. Ces ennemis ne sont donc pas humains? Non, ils sont inextricablement mêlés aux affaires humaines, mais cela ne leur a pas inspiré le moindre loyalisme envers nous. J'utilise, bien sûr, le mot humanité au sens le plus large, en nous y incluant vous et moi. Je comprends, dit Elric. Comment appelle-t-on cette race? Oh, de bien des noms, répondit le capitaine. Veuillez m'excuser, mais je ne puis à présent poursuivre plus longtemps. Si vous voulez bien vous préparer pour la bataille, je vous assure que je vous en révélerai davantage dès que le moment sera venu. C'est seulement quand Elric se trouva à nouveau de l'autre côté de la porte brun-roux, à regarder Erécosé s'approcher dans la brume en traversant le pont, que l'albinos se demanda si le capitaine l'avait ensorcelé au point de lui faire oublier tout sens commun. Néanmoins, l'aveugle l'avait impressionné, et il n'avait, somme toute, rien de mieux à faire que de poursuivre la traversée jusqu'à l'île. Il haussa les épaules. Il pourrait toujours modifier sa décision s'il découvrait que les occupants de l'île n'étaient pas, selon ses propres opinions, des ennemis. Les choses sont-elles à présent moins obscures pour vous ou davantage, Elric? Demanda Erécosé en souriant. Davantage à certains égards, moins à d'autres, lui répondit Elric. Et pour une raison quelconque, cela m'est absolument égal. Alors, vous partagez le sentiment de tout le groupe, dit Erécosé. C'est seulement lorsque celui-ci le conduisit à la cabine située à l'arrière du mât qu'Elric s'avisa qu'il n'avait pas demandé au capitaine quelle pouvait être la signification des 4.
canard plein spa, la bonne soupe aux choux. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi vos gabis, tout vin en boira tout. On nous donnait boire que de l'eau croupillée, le beau